cher public. Je vais vous démontrer que les influenceurs sont des influx-voleurs. Vous pourriez vous dire que ma thèse est très simple, mais figurez-vous que j'ai dû nager au sein d'une multitude d'informations, de contradictions, sur un domaine qui ne m'est pas familier, malgré le fait que je sois jeune, et sur les réseaux sociaux. Sans même devoir argumenter, la réponse peut nous paraître évidente, que les influenceurs sont des influx-voleurs. Je ne vous cache pas que ce sujet ne m'a pas enchanté. Je ne savais pas où donner de la tête, quelles informations rechercher, tellement ce phénomène a fait débat et fait débat dans notre société. Bruno Le Maire lui-même, ministre de l'économie, a soulevé le problème à travers des vlogs, à se demander si lui aussi n'est pas devenu influenceur, voire influx-voleur au vu de la politique qu'il nous vend. Dès lors, je me suis demandé comment vous présenter ce sujet si vaste. Je pouvais tout d'abord vous convaincre en faisant une énumération de toutes les arnaques des influenceurs. Mais tout comme notre cher directeur, avec la matière de droit pénal spécial, j'ai voulu rendre cela plus vivant. Et je me suis donc enfermé dans une grotte pendant 8 jours afin de trouver la meilleure façon de vous présenter cela. Revenons à notre sérieux, et il va être pour moi nécessaire de définir les termes du sujet. Tout d'abord, influenceur. Ce terme peut être commun à chacun d'entre nous, mais sachez que l'influenceur, de manière générale, c'est une personne qui influence la consommation, l'opinion d'individus par son audience sur les réseaux sociaux, tels que Snapchat, Instagram, Twitter et le créateur de clones, TikTok. Pour les anciens, cela n'a rien à voir avec notre cher MSN. Nous le savons, ces réseaux sociaux sont les principaux vecteurs de culture et d'intérêt de la jeunesse. Passons maintenant sur le terme d'influx-voleur. C'est un terme inventé il y a 1 an par Booba, vedette du rap français, et reconverti en lanceur d'alerte, qui s'est dévoué et parti en croisade contre les personnes qui se servent de leur notoriété pour vendre n'importe quoi à n'importe qui, et ce, à n'importe quel prix. Il a donc mis en place une adresse mail influx-voleur.fr afin que les victimes des influenceurs puissent dénoncer les arnaques qu'ils ont subies. Donc au final, le terme d'influx-voleur comprend les vols, les arnaques, les tromperies que commettent les influenceurs. Mon premier argument va tenir à la lettre de notre sujet. J'aimerais m'arrêter tout d'abord sur le terme d'influenceur, qui évoque un sentiment trompeur, comme si l'on voulait dicter la vie d'autrui et lui enlever sa liberté de choix. En d'autres termes, le métier d'influenceur est de constamment influencer ses abonnés. Et j'insiste sur l'aspect constant et répétitif, car cela donne un caractère néfaste du phénomène des influenceurs. Bref, s'il y a des influenceurs, c'est qu'il y a des influencés. Quant au terme influx-voleur, en combinant les mots influenceur et voleur, on insinue que le vol est ancré dans l'ADN des influenceurs, tellement leur réputation les précède. Et que dès lors, un seul mot suffit à les décrire, influx-voleur. Pour mon deuxième argument, et pour appuyer mes propos, je vais vous citer différentes arnaques que j'ai pu observer. Je vais m'adresser à vous et vous demander, connaissez-vous Madame Tendinite ? Eh bien, pour ceux à qui ça échappe, sachez que cette dame se prénomme Magali Berda, auto-entrepreneuse de l'une des plus grandes sociétés d'influenceurs de France. Mais, malencontreusement, qui a fait le buzz concernant une montre dont elle vantait les mérites, mais qui n'en était rien, et qu'elle ne portait pas sur elle au moment de l'interview, car elle avait une tendinite. Et c'est là que Booba intervient, homme d'utilité publique, qui dénonce les mauvais agissements de cette dernière. Entre autres, on peut lui reprocher une rupture abusive de contrat envers ses employés, donc elle vient d'être condamnée à plus de 2 millions d'euros, la promotion de bonbons de la marque Fini, vendue comme halal alors qu'il y a de la gélatine de porc. Elle est aussi liée à des arnaques de comptes CPF, du dropshipping, et j'en passe. Donc celle qu'on appelle la papesse n'est pas la seule sur le marché. Nabila, connue pour son « non mais allô quoi », on voit bien que ça ne vole pas très haut, s'intéresse au Bitcoin et vous propose à vous, nous, de gagner de l'argent sans rien y connaître et en investissement très peu. Ceci peut sembler attirant, néanmoins, après la chute vertigineuse du Bitcoin, toutes ces personnes victimes de la confiance qu'ils avaient envers Nabila
se sont retrouvés financièrement démunis. Elle a été condamnée par la justice à une amende de 20 000 € pour pratique commerciale trompeuse. Elle dira « Oui, j'accepte de payer ce chèque », ce qui montre l'insouciance de Nabila face à ce genre d'agissement. En même temps, au vu du montant qu'elle touche, par ses partenariats, le bilan risque-bénéfice est vite fait pour elle. Et ce n'est pas la seule influenceuse concernée. On peut citer Julien Bert, Marc Plata et sa femme, avec leur plateforme d'investissement. Faisons une pause. En définitive, peu importe le produit, ils en vantent les bienfaits sans même réellement savoir de quoi ils parlent. Ils jouent avec la faiblesse de leurs auditeurs. Ils utilisent des méthodes de manipulation à profusion. Une technique toute simple, par exemple, la plupart des marques font appel à plusieurs influenceurs, ce qui va créer un effet de crédibilité plus fort face à des abonnés souvent très jeunes qui ont moins de lucidité, de recul et de maturité. Il est donc facile de leur faire acheter n'importe quel produit. Mais en réalité, ce phénomène ne touche pas que la jeunesse. De près ou de loin, ça nous a tous touchés. Et pour ma part, c'est ma copine qui en a fait les frais. Elle a cru qu'une ceinture abdominale allait lui permettre d'obtenir des abdos en béton tout en étant affalée sur le canapé. On pourrait se moquer, hein. Mais comme dirait Macron, ils nous vendent de la poudre de perlimpinpin. On peut se moquer, mais tout le monde peut tomber dans le panneau. Moi, le premier. Fan de football, si Mbappé vendrait les mérites d'une crème qui permettrait de courir plus vite, que vais-je faire? Acheter cette crème, bien évidemment. Donc imaginez-vous l'impact de certaines personnes. Ils se doivent de faire, comme en droit on dit, preuve de diligence. Une autre méthode, par exemple, ce qu'on appelle le dropshipping, terme anglais, qui rapidement, le dropshipping, c'est lorsqu'une personne achète une marchandise à un fournisseur et par la suite va la revendre à des consommateurs à des prix plus onéreux. À première vue, cela peut sembler légal et c'est tout à fait légal en France. Mais cette méthode, laissée entre les mains des influenceurs de la télé-réalité, peut faire de gros dégâts. Et croyez-moi. Car Maëva Guénam, Thibault, les jumelles Océane et Marine, Julien Bert, les Tanti, etc. profitent de leur notoriété pour revendre les produits étant parfois 10 fois plus chers que le prix de base. Et je suis gentil. C'est une pratique parfois peu éthique, mais légale, comme je viens de le dire. Néanmoins, elle tombe dans l'illégalité lorsque ces derniers ne sont pas livrés, sont d'une qualité médiocre ou bien ne correspondent pas à la publicité qui en a été faite. Je vais vous donner un exemple dramatique. Dylan Thierry, ex-candidat de la télé-réalité et influenceur, fait la promotion, malheureusement, d'une crème qui serait efficace contre le cancer, alors que ce produit est interdit en Europe. Imaginez-vous la détresse de ce jeune dont sa mère est atteinte d'une maladie cancérine, qui est atteinte d'un cancer. Et ça a cassé un peu le drame. Mais voilà, imaginez cette situation et ce dernier se sent soutenu par cet influenceur et se dit que grâce à cette crème, sa mère pourra guérir. Il lui donne cette crème et malheureusement, celle-ci ne fait pas les effets escomptés. Imaginez-vous l'impact psychologique que cela peut avoir sur certains jeunes. Dès lors, ils sont capables de détruire la santé de leurs followers pour un simple profit, un simple billet, un simple papier. C'est triste, mais c'est une réalité. Troisième argument, et mon dernier, je vais évoquer le fait que les influenceurs volent bien plus que l'argent de leurs abonnés. L'influence de ces personnes, et je préfère le préciser, est une nouvelle forme de notoriété qui n'est basée sur rien de concret. Ils n'ont rien gagné de spécial, pas de titre, pas de diplôme, pas de talent particulier, enfin si, le talent de vous tromper, de mentir, de voler leur communauté. Car les jeunes aujourd'hui préfèrent s'adonner au quotidien des influenceurs qui ne volent pas que leur argent, mais aussi leur temps et leur enfance. Donc ce dernier argument, vous l'auriez compris, repose sur l'effet néfaste qu'ont les influenceurs sur la jeunesse, influençant de manière abusive leurs choix, en masquant la triste réalité du métier. C'est qu'un écran de fumée qui, croyez-moi, car combien d'influenceurs sont tombés en dépression
Par exemple, Loana, Aurélie Preston, Jessica, Poupette, pour ceux qui connaissent. Donc c'est un message de prévention et celui-ci rejoint l'association d'aide aux victimes d'influenceurs, l'AVI. Il rejoint aussi le projet de Bruno Le Maire qui est d'interroger les influenceurs afin de mettre des règles en place. Et de multiples plateformes, par exemple sur Instagram, on a Balance ton influenceur et l'avocat de Booba qui fait fronde face à ce type de pratique. Je vous remercie. Il y a presque un siècle, en 1940, Paul Lazarsfeld, un sociologue américain, évoque pour la première fois l'idée d'influenceur. Avec l'essor d'Internet, des réseaux sociaux et de la société de surconsommation, les influenceurs se sont à la fois multipliés et diversifiés, devenant des personnalités connues du grand public. Chers présidents, chers jurys, chers contradicteurs et chers publics, ignorer ce que sont les influenceurs n'est plus possible aujourd'hui pour aucun d'entre nous. Mais pour être sûr que nous partons tous sur les mêmes bases, ils peuvent être définis tels que des personnes qui, par leur influence sur les réseaux sociaux, vont influencer l'opinion et la consommation de leur audience. De nombreux scandales ont éclaté ces dernières années, mettant en cause ces fameux influenceurs. Certains se sont révélés vrais, d'autres non. Mais alors les influenceurs, tels que nous les connaissons aujourd'hui, sont-ils en réalité des influx voleurs? Laissez-moi vous démontrer que non. Entre la story que vous visionnez sur votre téléphone et la confirmation de commande, il y a un monde. Être influenceur, c'est un vrai métier. Ils ont un rôle d'information, de description, de conseil, de test et de comparaison de produits. On leur confie un devoir, une mission, celui de promouvoir en toute transparence les marques. Ils permettent aux personnes sans influence, du moins sur les réseaux sociaux, d'avoir des visages de référence. Leur notoriété leur apporte aussi une forme de vérité générale à laquelle on peut se fier. Et des marques, avec des équipes, avec des bénéfices à réaliser, leur font confiance. Alors pourquoi pas nous? Pourquoi nous mentiraient-ils? En vous laissant méditer sur ces deux questions, j'aimerais revenir sur l'un des termes du sujet, un flux voleur. Cette expression, lancée par le célèbre rappeur Booba en 2022, résulte d'une altercation qu'il a eue sur les réseaux sociaux avec l'influenceur Marc Blatta, mais aussi avec Magali Berda, directrice d'une agence d'influenceurs. N'est-ce pas ironique que ce terme soit au cœur de polémiques et fasse l'objet de notre joute aujourd'hui, quand le nom de son propre inventeur est souvent scandé sur les réseaux sociaux pour des faits de vol et de mensonges? Je tenais aussi à vous rappeler une chose. Les réseaux sociaux fonctionnent sous forme d'algorithmes. Ils vous proposent des personnalités, des centres d'intérêt et des produits en fonction de ce que vous regardez. Si vous estimez que les influenceurs qui vous sont proposés sont des influx voleurs, alors c'est que le temps que vous passez à suivre leur vie, à regarder leurs stories, est supérieur à celui passé à regarder d'autres influenceurs qui défendent de plus nobles causes. Il ne s'agit pas là de critiquer les contenus proposés, mais plutôt de remettre en question nos manières de consommer. L'importance que nous donnons aux influenceurs, dont la notoriété repose sur les scandales, contribue à mettre en avant une image souvent péjorative des influenceurs. C'est à nous d'être davantage conscients de ce que nous regardons et surtout, c'est à nous de donner de l'importance à ce qui compte réellement. Les influenceurs, ce n'est pas juste Maëva Guédam qui a perdu son dernier sac, Dylan Thierry qui possède un remède miracle contre les cellules cancérigeuses, et ce n'est pas moi qui le dis, et Nabila et sa marque de cosmétiques. C'est Benjamin Carboni et ses Clean Walk. C'est Dear Lobbies qui collabore avec Greenpeace. C'est Alicia Garzaco, la cofondatrice du mouvement Black Lives Matter. C'est Hugo Décrypte et ses podcasts de 10 minutes pour vous donner les informations du jour. C'est Vénétia Lamana et sa série sur les dommages causés par la fast fashion. Vous ne connaissez sûrement pas ces personnes ou ces comptes, mais les influenceurs, c'est tellement plus que l'idée que l'on en a lorsque l'on entend ce mot. Tellement plus que l'idée que tentent de nous véhiculer les médias. Les influenceurs sont souvent décrédibilisés puisqu'associés à des personnalités peu sérieuses, mais beaucoup d'entre eux travaillent dans l'ombre et contribuent à faire avancer des combats en transmettant notamment des messages éducatifs, des messages de sensibilisation. Beaucoup de personnes font l'amalgame. Lorsque l'on entend le mot influenceur, la majorité des personnes vont instinctivement penser aux candidats de télé-réalité. Mais la définition même du mot ne le spécifie pas. Ils représentent en réalité une minorité. Et de par leur pratique parfois frauduleuse, ils décrédibilisent des millions de personnes. Il y a encore quelques dizaines d'années, le principal média d'information était la télévision. Avec l'essor d'Internet,
de nouvelles formes de médias ont vu le jour, telles que les réseaux sociaux et les journaux numériques. Les informations sont plus faciles d'accès, plus rapides et plus diversifiées. Par conséquent, le métier d'influenceur est difficile. Il tente d'influencer une audience qui est elle-même déjà influencée par des médias plus traditionnels. À l'heure actuelle, le métier se développant, ils doivent faire leurs preuves. À quoi bon mentir à leur audience? À quoi bon être qualifiés d'influx-voleurs alors qu'ils ont besoin de cette notoriété pour subvenir à leurs besoins? Au-delà de cette difficulté qui ne concerne que leur audience, les influenceurs doivent faire face à de plus gros adversaires, les géants de l'industrie et leurs lobbies. En effet, de par leur implantation transnationale, leur chiffre d'affaires record, ces géants de l'industrie peuvent consacrer des budgets colossaux aux lobbies, ces groupes destinés à faire pression sur le pouvoir politique. Les influenceurs, même les plus connus, n'égalent pas cette influence. De ce fait, il est insensé pour eux d'être accusés de vol, puisqu'ils décrédibiliseraient le métier. Ils doivent, à leur échelle bien évidemment, réussir à influencer une audience de manière plus forte que ces géants de l'industrie. Mais ils doivent aussi se faire une place sur le marché du travail, puisqu'à l'heure où Internet ne cesse de se développer, ils nous sont indispensables. Ils sont plus accessibles, ils représentent des personnes comme vous et moi, et il est plus simple de s'y reconnaître, de s'y fier, car ils n'ont pas autant d'intérêts économiques et politiques, notamment que ces géants de l'industrie. Ce ne sont pas des influx-voleurs, car les intérêts à faire valoir ce métier sont nettement supérieurs aux quelques milliers d'euros qu'ils pourraient gagner en volant leur audience. Je ne peux pas, non plus, vous affirmer que tous les influenceurs ne sont pas des influx-voleurs. Mais je peux vous affirmer que sur les quelques 8,6 millions de comptes Instagram référencés comme des influx-voleurs, ce ne sont pas tous des influx-voleurs. C'est même une minorité. Les réseaux sociaux permettent d'obtenir des scoops, des scandales et des rumeurs à des vitesses records. Si un influenceur vole son audience, il y aura tout d'abord des rumeurs. Si cela est par la suite prouvé par la justice, il finira par perdre sa notoriété, sa crédibilité. Pour qu'un influenceur se développe, il se doit d'instaurer la confiance et la sincérité. Certains d'entre eux tentent de contourner ces qualités indispensables, mais les conséquences sont souvent lourdes. Les influenceurs sont-ils des influx-voleurs? Non, car soit il est influenceur et il respecte son audience, soit il la vole, il finit par la perdre et il n'est plus qu'un voleur. Ils ne peuvent pas être les deux, car trop de personnes sont en capacité de dénoncer leurs méfaits s'il y en a. Enfin, et je terminerai par cela, le développement d'Internet et plus largement du numérique à l'échelle internationale a permis beaucoup de choses positives en termes d'information et de communication notamment. Mais comme tout nouveau domaine qui se développe, cela a entraîné la création de nouveaux emplois. Créateurs de contenu, influenceurs, traffic managers, le numérique, c'est la révolution de ces 20 dernières années. Mais tout le monde n'est pas à l'aise avec, et de ce fait, ils sont réticents à l'émergence de ces nouveaux métiers. Mais pouvons-nous, pour quelques personnes réticentes, décrédibiliser ces métiers, les empêcher de faire leurs preuves, alors qu'ils nous seront inévitablement nécessaires dans le futur? Il faut prendre en compte les avancées technologiques et s'y adapter. Ces métiers sont moins traditionnels que tout ce que l'on a connu jusqu'ici, je vous l'accorde. Mais il ne faut pas négliger leurs difficultés, leur intérêt et leur sincérité. Catégoriser les influenceurs d'influx-voleurs sans faire de distinction entre eux, c'est ne pas reconnaître la valeur de ce qu'ils font. Je ne sais pas si j'ai réussi à vous faire changer d'avis sur les influenceurs et sur la réalité qui se cache derrière les réseaux sociaux, mais j'aimerais vous poser une question. N'est-ce pas un peu simple de désigner des coupables à vos modes de consommation, à vos achats compulsifs? Merci.